Attention, appui. Qu'on peut commencer. Voilà, pour 1h30 encore de plénière, 1h20, avant de nous amener à deux nouveaux temps forts de ce Mécène Forum. J'en profite pour regarder ce qui se passe à ma gauche, là-bas, la fresque qui avance bien avec les mots engagement sincère, bien commun. Ça parle également des 20 ans de la loi Ayagon. Et on reviendra avec vous, Philine, sur cette fresque lors de la conclusion. Voilà. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de regagner vos sièges et on va pouvoir débuter avec un temps fort de cette plénière. Je vais laisser la parole à Nicole Villaise. Bonjour. Vous êtes conseillère bénévole du président d'Admical. Vous avez été notamment à la tête de la fondation de la Française des Jeux. Et avec vos 4 invités, vous allez discuter de la déontologie, en quoi est-ce un outil important pour développer la confiance dans le mécénat d'entreprise. Je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, on va dire. Merci beaucoup. Et on peut les applaudir. Merci Théo. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de resituer la table ronde très rapidement, parce qu'il y a 1 an exactement, en octobre 2022, était publiée une nouvelle charte du mécénat d'entreprise. Une nouvelle parce qu'elle faisait suite à la charte Admical qui a aujourd'hui un peu plus de 500 signataires. Cette charte du mécénat, de la déontologie du mécénat d'entreprise est le fruit d'une collaboration. Elle est portée par tous les acteurs de la coordination générosité. Un groupe de travail formé d'Admical, du don en confiance, des entreprises pour la cité et du mouvement associatif l'a rédigé, l'a élaboré et l'a rédigé. Et aujourd'hui, Admical et le don en confiance pilotent son déploiement. Et alors, il faut revenir très rapidement sur les raisons qui ont conduit la coordination générosité à souhaiter avoir une charte de déontologie du mécénat d'entreprise. Certains se souviendront qu'en 2019 paraissait un rapport de la Cour des comptes qui, on va dire très rapidement, relevait des pratiques inadéquates. La charte de déontologie du mécénat d'entreprise d'aujourd'hui, par les principes exigeants qu'elle contient, répond à ces critiques et entend y répondre pleinement. Au cours de cette table ronde, avec des intervenantes et intervenants que je vais vous présenter tout de suite, nous voudrions réinterroger la pertinence pour les entreprises mécènes en premier lieu, mais pour tout l'écosystème, d'adopter ce nouvel outil. À quoi ça sert-il d'avoir un référentiel ? En pratique, à qui cela sert-il ? Comment passer à l'action, très concrètement ? Je souhaite dialoguer avec chacun de l'utilité d'affirmer une position en matière de déontologie dans sa stratégie de mécénat. Et puis, puisque c'est un mécène forum tourné vers l'avenir, comme chaque mécène forum, mais là encore, dans 20 ans, peut-être en regardant un peu moins loin, vers le futur tout de même, j'aimerais qu'on se demande à quelle ambition on doit tendre, vers quelle ambition on doit tendre en matière de déontologie du mécénat. Alors voilà, le moment de présenter les intervenants est venu. Nous avons Madame Audrey Enoch, qui est première adjointe au maire, déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements. Merci d'être là. Céline Beaujolin est directrice générale de la Fédération Habitat et Humanisme. Pierre Massé, le seul homme de ce panel, directeur général de la Fédération nationale des caisses d'épargne, et Mathilde Cuchet-Schössler,
qui, au sein de Dons en confiance, est responsable déontologie et relations extérieures. Alors nous aurons 5 à 10 minutes de questions-réponses tout à l'heure, avec la salle ici, mais également avec les personnes qui sont soit en ligne, soit qui assistent à cette table ronde à partir du petit auditorium où nous sommes retransmis. Pour commencer, eh bien, j'aimerais qu'on rappelle les objectifs de la charte, et je vais me tourner vers Mathilde Cuchet-Schoessler pour ça. Pourquoi une charte de déontologie ? Merci Nicole, bonjour à toutes et tous. Alors, pourquoi une charte de déontologie ? En fait, la réponse est dans l'introduction. C'était pour pouvoir répondre à ce contexte de mise en avant de pratiques qui étaient discutables, qui pouvaient choquer l'opinion et qui pouvaient interroger justement sur les pratiques du secteur. Donc une charte de déontologie, c'est ça, c'est une charte qui vise à encadrer les pratiques d'un secteur en particulier, donc ici les opérations de mécénat. En ça, elle se différencie donc d'une charte éthique, plus aller sur des principes moraux. Elle va aussi aller au-delà du cadre légal. Donc il ne s'agit pas de contrôler ou de regarder l'application de la loi, mais d'aller au-delà de la loi. Il ne s'agit pas non plus d'aller sur le fond des projets soutenus. Chaque mécène est libre évidemment de déterminer quelle action il a envie de soutenir. On est vraiment sur les pratiques et sur un enjeu de sécurisation et du secteur afin d'éviter effectivement qu'on puisse aller vers des dérives. D'accord, mais alors, tout à l'heure, je citais le chiffre de 500 signateurs, voire plus, pour la charte amicale. Aujourd'hui, tout à l'heure ou maintenant, vous pourrez regarder des témoignages de signataires dont nous avons un représentant ici. Mais on peut se demander pourquoi si peu de signataires à la charte de déontologie du mécénat d'entreprise aujourd'hui. Eh oui, en effet, 6 signataires seulement, mais 11 auditions passées, donc je vais expliquer. On n'est pas sur une simple charte déontologique. On est aussi sur un processus d'admission. Donc nous avons mis en place, donc sous l'égide de la coordination générosité et donc avec nos partenaires, donc Admical, les entreprises pour la cité et le mouvement associatif, un système d'audition. Et donc chaque mécène qui souhaite signer la charte doit passer cette audition, donc avec au moins 2 membres du COPIL. On passe en revue la charte de déontologie, on essaye de déterminer le niveau de conformité du mécène par rapport à la charte et on s'autorise le droit, donc, bien sûr, de lui accorder la signature de la charte, mais aussi de pouvoir lui formuler des recommandations et donc donner notre accord sous réserve et enfin de refuser et d'inviter ce mécène après lui avoir vraiment notifié quelle pratique il fallait faire évoluer, à nous recontacter ensuite pour évidemment pouvoir ensuite signer la charte. On est vraiment aussi dans une démarche d'accompagnement au progrès. Voilà. Donc si je comprends bien, il ne faut pas absolument cocher toutes les cases et être parfait sur tous les niveaux pour être signataire ? Non, ce n'est pas la peine d'être complètement parfait. D'ailleurs, personne n'est parfait, mais on parle vraiment d'objectifs à atteindre. Alors après, il y a des écarts qui sont quand même rédhibitoires. Par exemple, on peut avoir un entremêlage des activités lucratives de l'entreprise et des activités de mécénat. Donc ça, c'est un cas qu'on a pu rencontrer. On peut avoir aussi l'octroi de contrepartie qui devient un objectif en soi de l'opération de mécénat, ce qui n'est pas l'objectif à la base. Voilà. On peut avoir aussi des thématiques de conflit d'intérêts qui peuvent être de nature aussi à amener des pratiques qui convient de faire évoluer. D'accord. Ok. On aura peut-être d'autres exemples plus tard, mais je me tourne vers Pierre Massé. Vous êtes un mécène connu et reconnu, et pourtant vous avez souhaité être un signataire de la charte de déontologie du mécénat d'entreprise. Vous pouvez nous dire pourquoi, en quelques mots ? Oui, alors c'est vrai qu'on est mécène depuis très longtemps, puisqu'on a été créé, c'est même natif, on a été créé par des philanthropes en 1818. Les caisses d'épargne ont un peu plus de 200 ans. Et ce sont des philanthropes qui ont créé la première caisse d'épargne à Paris en 1818. Donc on a toujours été philanthrope, on a toujours eu cet ADN-là.
On a été à l'origine notamment des bains-douches, des jardins ouvriers, du logement social même avant. Et donc c'est une transition à tel point que quand il s'est agi de définir le modèle coopératif Caisse d'Épargne, puisqu'on a 200 ans mais on est coopératif que depuis une vingtaine d'années, et on ne s'était pas encore défini, on s'est défini il y a 2 ans uniquement, on s'est défini comme des banques 100% régionales qui appartiennent à leurs clients et qui sont pionniers dans les transitions de la société. Le fait d'être né philanthrope et d'avoir eu une tradition au fil des années de philanthropie et de mécénat fait qu'en fait, en aidant des associations beaucoup en lien avec le lien social sur les territoires, on est devenu pionnier dans les transitions de la société. Et on le revendique aujourd'hui, on est des caisses 100% régionales, quand on se définit, qui appartiennent à nos clients et qui sont pionniers dans les transitions de la société. Mais donc, le contenu de la charte vous allez parfaitement bien ? Oui, alors on a continué, évidemment, on continue aujourd'hui à délivrer du mécénat. On est un des premiers mécènes de France, effectivement. 22,5 millions l'année dernière, à travers 1200 projets. D'ailleurs, une grosse partie sur le territoire sur lequel on se trouve ici, environ 4 millions, la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, qui est un gros mécène. Et donc, on a tenu à se challenger, vu les montants engagés, alors à peut-être promouvoir les bonnes pratiques, quand on en a, puisqu'on a de l'antériorité, mais aussi à se challenger pour ne pas dériver et franchir les lignes rouges en termes de mécénat. D'ailleurs, on a des recos sur la charte, on fait partie, on n'a pas été parfait. Nul n'est parfait, nous non plus. Et donc, on a écouté ces recos, on en parlait tout à l'heure, on va les mettre en œuvre. Donc les volumes et l'antériorité font qu'on était vraiment très appétents à signer cette charte. Merci beaucoup. Alors, auprès de moi, j'ai 2 porteurs de projets, excusez-moi, je généralise de cette façon-là, qui soit ont, comme la ville de Lyon, soit projettent d'avoir leur propre charte. Donc ma question est toute simple, pour les raisons qui vous ont conduit à avoir une charte de déontologie. C'est la voilà, je la montre pour la ville de Lyon, charte du mécénat et du parrainage. C'était quoi l'origine, le désir qu'il y avait derrière l'écriture de cette charte, Madame Médoc ? Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je profite d'avoir la parole pour remercier Anne Mical d'avoir choisi la ville de Lyon pour faire son forum du mécénat. On est une ville, un territoire, ça a été dit à la table ronde précédente, et là encore, avec énormément de fondations, une histoire de l'humanisme, de la générosité qui est très fort, et aussi un dynamisme des associations et des différentes causes d'intérêt général. C'est pas ma voisine d'Habitat Humanisme qui dira le contraire, qui est très très fort à Lyon. Donc la ville de Lyon, déjà de manière globale, soutient les associations. D'ailleurs, beaucoup d'associations qui reçoivent du mécénat sont aussi subventionnés par la ville. C'est vraiment un partenariat. Et puis, parfois, on appelle aux dons. Il y avait la Fondation de France tout à l'heure. On appelle aux dons sur notre site quand il y a notamment des catastrophes humanitaires pour passer par ces fondations qui sont sûres, justement, et qui ont une histoire déontologie. Voilà. Mais à côté de ce soutien global de la ville de Lyon pour toutes ces initiatives nécessaires pour la population, pour les grandes causes, la ville de Lyon elle-même reçoit du mécénat. Et ce n'est pas toujours connu. Et pourtant, c'est essentiel pour nous, pour tous que ce soit les événements qu'on organise en régie, pour la restauration de notre patrimoine, pour nos politiques publiques, de pouvoir bénéficier aussi du soutien d'entreprises, petites ou grandes, ou de fondations. Et donc, déjà, l'adoption de cette charte de mécénat en 2021, après l'élection de la majorité qui est actuellement en place à la mairie, c'était l'occasion de réaffirmer l'importance de ce mécénat. Et donc, pour répondre à votre question plus précisément, c'était aussi nécessaire pour nous pour 2 raisons. C'est une charte oui, qui est un petit peu double. Il y a d'un côté des éléments déontologiques qu'on retrouve aussi dans la charte Anne Mical. Elles sont très proches, en fait, sur ces points-là, puisqu'il s'agit d'éviter les conflits d'intérêts, rappeler que la ville vérifie l'honorabilité des tiers, rappeler aussi quelles sont les contreparties qu'on peut avoir si on est dans une situation de mécénat ou de partenariat sponsoring. Donc il y a ces éléments-là qui sont essentiels pour à la fois nous engager à montrer à nos mécènes qu'on est transparent, qu'on fait de la redevabilité, qu'on pourra leur expliquer comment on a utilisé leurs fonds, c'est nécessaire. Et inversement,
comme on parle au nom de tous les Lyonnais et les Lyonnaises, on ne pourrait pas accepter des dons d'entreprises qui sont sujettes à des problèmes de justice ou des problèmes de réputation très très forts. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie déontologie. Et puis notre originalité, c'est que la première partie de cette charte, elle expose les valeurs qui sont importantes pour la ville de Lyon en termes de participer à la transition écologique, au bien-être de tous et toutes, la solidarité, la participation des citoyens dans ce qui les concerne. Et voilà, et d'autres valeurs, je ne les détaillerai pas toutes là, évidemment. Vous pouvez retrouver la charte sur lyon.fr, mais c'est important pour nous de pouvoir avoir cette base de dialogue avec nos mécènes sur quelles sont les valeurs qui nous réunissent pour ensuite mener ensemble des actions pour le bien commun. D'accord, merci. Et vous, Céline Beaujolin, est-ce que pour Habitat Humanisme, c'était aussi le sujet des valeurs qui prédominent quand vous désirez écrire une charte pour votre association ? Alors d'abord, merci de jouer à domicile aujourd'hui, c'est fort agréable, je rejoins ce que vient de dire Audrey. Oui, alors les valeurs, mais pas que, en fait. Je pense qu'il y a deux enjeux forts, les valeurs, mais aussi les bonnes pratiques. Je pense que ça rejoint un peu ce que je viens de comprendre de ce qui a été dit là. Alors pourquoi ? Parce que Habitat Humanisme, c'est un mouvement d'association, il y en a 58 sur le territoire. Donc dans les bonnes pratiques, il y a les bonnes pratiques internes au mouvement, c'est-à-dire qu'on est tous un peu de là où on est, les mêmes pratiques vis-à-vis des mécènes, qu'il y a des bonnes pratiques dans la discussion avec les mécènes, mais aussi les bonnes pratiques avec les mécènes, la transparence, le fait aussi de se dire un certain nombre de choses sur un équilibre entre le reporting, les éléments qu'il nous faut nous remonter, on en reparlera peut-être après, et les attentes là-dessus. Voilà, donc beaucoup de bonnes pratiques, mais l'élément majeur, ce sont les valeurs, effectivement. Nous, on loge et on accompagne des publics démunis, des gens qui ont des parcours compliqués. C'est clair que dans la relation avec les mécènes, c'est important pour nous que l'on retrouve cette attention portée à nos publics et que donc dans l'activité, mais aussi dans ce qui se dégage de la manière dont l'entreprise travaille, on puisse se rejoindre sur ces valeurs. D'accord, d'accord. Mais vous avez évoqué quelque chose qui peut-être touche aussi à votre pratique, Monsieur Massé, parce que vous êtes partout en France. Donc la valeur pédagogique que j'ai comprise pour bien cadrer les choses vis-à-vis des territoires, c'est aussi quelque chose à laquelle vous portez attention ? Oui, absolument. On est au plus près des territoires dans notre mécénat, ce qui est important à mon avis pour capter les signaux faibles et être efficace. Je vous ai dit 15 caisses d'épargne régionales, mais en plus on a des sociétés locales d'épargne qui sont encore plus fins sur le territoire, plus fines, et c'est à partir de là qu'on délivre notre mécénat. C'est important puisque les administrateurs de ces sociétés locales d'épargne ne sont pas des banquiers, ne sont pas des commerciaux. Donc on est sûr, par ce biais, de répartir la partie mécénat de la partie commerciale. Il n'y a pas d'intérêt consumériste puisque les administrateurs ne sont pas des banquiers. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très important. Notre mécénat est très, très local. Ensuite, il y a évidemment des inconvénients. C'est que techniquement, il faut qu'on le fédère. Donc on le fait au niveau de la Fédération nationale des caisses d'épargne. C'est un peu notre métier. On essaye d'avoir des thèmes communs. Ça fait 2 ans notamment qu'on a des mécénats autour de la jeunesse dans les 15 caisses d'épargne régionales. Et on a un appui technique pour justement réussir à avoir un mécénat tout à fait propre, je dirais, d'un point de vue déontologique. D'accord. Mais vous avez évoqué quelque chose qui me fait la transition avec ce que je vais demander maintenant à Mathilde Cuchet-Chausselaer, parce que on parle de la charte et de son contenu. Peut-être certains d'entre vous n'y ont pas eu accès, donc je me permets de rappeler qu'elle est sur le site d'Admical, sur celui de Don Confiance et sur celui des entreprises pour la cité, et qu'en plus, il y a un QR code que vous trouverez sur un certain nombre d'écrans ici au Musée des Confluences qui vous permet d'accéder au contenu de la charte. Mais je me tourne vers Mathilde pour qu'elle nous dise, mais alors c'est quoi les principes qui sont contenus dans la charte ? Puis on va faire le lien avec conflit d'intérêts, transparence, enfin des choses comme ça, je crois.
Tout à fait. Alors, il y a 4 grands principes et 35 exigences. Donc, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite maintenant. Mais bon, les grands principes, ça vous donne déjà un aperçu. Donc, le premier principe, c'est que la gestion des opérations de mécénat doit être désintéressée. Donc ça, c'est vraiment un principe fondamental qu'on a souhaité mettre qu'on a souhaité mettre en premier pour vraiment l'affirmer. C'est-à-dire que l'opération de mécénat, elle doit toujours être dans un objectif d'intérêt général et donc gérée de manière désintéressée et distincte des activités de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que les sujets ne peuvent pas se recouper, mais la gestion doit être distincte. Le deuxième principe, qui est très important aussi, et le respect mutuel entre porteurs de projets et mécènes. Donc ça, c'était un principe qui existait déjà dans la charte amicale, il me semble. Et ici, il s'agit d'avoir une relation équilibrée avec son porteur de projet. Ça a été dit tout à l'heure et dans la table ronde précédente. Ça a été rappelé, être sur un respect mutuel, une confiance, être sur les besoins aussi donc des porteurs de projet et pas de la DRH de l'entreprise. Voilà, oui. C'est ça. Voilà, donc un principe aussi assez fort. Ensuite, il y a un principe de gestion rigoureuse et proportionnée des opérations de mécénat. Donc là, on est plus dans les aspects techniques de la gestion des dossiers. Donc mener un suivi adapté et bien sûr vérifier l'utilisation des fonds. Donc ça, c'est un peu la base. En tout cas, nous, c'est notre base au don en confiance déjà. Donc, voilà. Et une communication transparente. Donc il s'agit là de communiquer non seulement sur le processus de sélection des projets, mais aussi le processus d'attribution des fonds, sur les projets que l'on soutient et aussi sur les montants qu'on alloue. Voilà pour les principes. D'accord. Je me tourne vers vous, par exemple. Quel est le principe qui peut-être vous a le plus intéressé dans la charte de déontologie du mécénat ou le plus étonné ou voilà, c'était lequel? Alors, j'aurais 2 réponses différentes suivant le plus intéressé ou le plus étonné. Le plus intéressé, c'est le principe de proportionnalité. Moi, je vais l'illustrer sur le reporting, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand on accompagne des gens dans des situations de précarité dans leur logement, la mesure d'impact, c'est quelque chose qui n'est pas facile à approcher. Hein. Nous, ça fait des années qu'on réfléchit sur le sujet. Mais j'imagine, enfin pour les mécènes, c'est important de pouvoir rendre compte du résultat qu'a apporté l'investissement qu'ils ont fait auprès de nous. Mais ça, je pense qu'on a besoin d'en parler avec le mécène pour bien lui faire comprendre en fait ce qui est notre perception de la mesure d'impact de ce que l'on pratique, et pour qu'ensuite, quand il lui-même fait son reporting, on soit aligné et que ça ait du sens. Voilà, ça, je pense que il me semble avoir lu comme quelque chose qui est très intéressant. Et puis ensuite, ce qui m'a le Vous avez bien lu, c'est tout à fait ça. Ce qui m'a le plus surprise et qui m'a bien plu aussi, hein, c'est un petit élément mais qui est majeur en fait. C'est la reconnaissance de la nécessité de financer les frais de fonctionnement. Nous, on a plein de projets partout parce qu'on a des associations un peu partout, très ancrées dans le territoire, donc elles ont une capacité à lever des projets, c'est extraordinaire. Mais de temps à autre, on se regarde tous en disant qui va porter le projet. Voilà, on a aussi besoin de financer de l'ingénierie, on a besoin de financer des frais de fonctionnement. C'est pas forcément, et je peux le comprendre, ce dont les mécènes ont le plus envie, mais c'est nécessaire et c'est bien que ce soit dans la charte. Mais voilà, donc je pense que c'est un point à noter parce que la discussion sur le contenu de la charte a été forcément très très vive et je suis contente que vous ayez noté celui-là en particulier. Pierre Massé, vous disiez tout à l'heure pas une relation commerciale. Est-ce que vous avez pensé que la charte vous apportait des choses en matière de gestion des conflits d'intérêts? Puis je me tournerai vers vous aussi sur ce sujet, Madame Enoch. Comme je vous disais, on y attache déjà de l'importance. Donc la charte va nous permettre effectivement d'avoir cet œil-là, hein, puisque ce sera notre guide. On a évidemment une petite tendance au conflit d'intérêts lorsqu'on fait du mécénat. Alors il y a le système du retour au mécène, mais il faut être très vigilant. Donc la charte nous aidera certainement. Je vous dis, on a mis en place des systèmes de sourcing qui ne sont pas des commerciaux. Ça permet justement d'éviter les conflits d'intérêts. Mais c'est sûr que la charte, si on l'a signée, si on était volontaire pour la signer d'entrée de jeu, c'est qu'on considère que ça va vraiment constituer un garde-fou et un périmètre, un garde-fou très important de notre activité de mécénat. Merci. Madame Enoch, ce n'est pas sur les conflits d'intérêts seulement, mais plutôt sur la mise en pratique du contenu de la charte de la ville de Lyon.
Est-ce que ça a été un sujet ou est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a nécessité des conditions particulières? Peut-être rappeler qu'on a fait délibérer le conseil municipal sur cette charte en même temps qu'on crée une véritable mission mécénat qui n'existait pas à la ville de Lyon, qui est pilotée par Guillaume Marin, qui est présent dans la salle avec Anna Mayatis et Manon Barré, nos collaborateurs. Et donc c'est vrai que c'est un outil important pour eux pour pouvoir échanger avec les entreprises, mais aussi les autres services de la ville de Lyon ou institutions culturelles qui échangent avec des entreprises mécènes. Voilà, c'est une base de dialogue, c'est l'occasion aussi de rappeler qu'on évite tout conflit d'intérêts. Donc à la ville de Lyon, ça pourrait être avec la passation des marchés publics, par exemple. Bon, heureusement, on a beaucoup de garde-fous, notamment les marchés publics, on est très encadré, donc ça facilite aussi le fait de faire bien attention de ne pas mélanger les choses et de faire en sorte que le mécénat reste en effet une action désintéressée. Même si c'est normal aussi qu'il y ait des contreparties, une reconnaissance, un remerciement qui est apporté aux mécènes à travers notamment la pose de logos et d'autres contreparties qu'on peut leur apporter. Donc finalement, il y avait peut-être des craintes que cette charte du mécénat freine le soutien des entreprises. C'est peut-être aussi pour ça que quasiment aucune collectivité française n'a adopté une charte du mécénat. Je crois qu'on est quasiment les seuls. Mais en réalité, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Voilà, les valeurs qui sont contenues dedans limitent peut-être la seule utilisation qu'on en fait vraiment, c'est pour nous, pour les équipes et les élus qui vont aller solliciter une entreprise ou une fondation. Voilà, dans la prospection, on n'ira peut-être pas voir des entreprises qui apparemment ne sont pas sur les mêmes valeurs que celles qu'on porte, mais voilà, c'est très à la marge, parce que ce qu'on regarde avant tout, c'est que l'entreprise, elle soit dans une démarche d'évolution. De toute façon, des entreprises qui n'ont aucun impact sur l'environnement, par exemple, il n'y en a quasiment pas. Il y a souvent un impact, mais s'il y a une démarche sincère d'essayer d'améliorer les processus de production et vraiment de faire attention aux salariés, aux droits humains et aux... Les principes de la RSE, en gros. Ben voilà, de la RSE, en effet. Dans ce cas-là, on travaille très bien ensemble. Voilà, donc une bonne réception, je pense, de cette charte chez nos mécènes et partenaires. Merci. Est-ce que dans les entretiens, on a eu, Mathilde, des fois des fausses bonnes idées, plein de bonnes intentions, puis ça tombe un peu à côté? Oui, effectivement. Donc c'est à ça que sert la charte aussi. C'est faire prendre conscience qu'on a des pratiques qu'on estime souvent de bonnes intentions et tout à fait louables, mais qui en fait contreviennent parfois à certains principes de déontologie. Alors, par exemple... Juste une illustration pour ne pas être trop désagréable. Par exemple, donc c'est un cas qu'on a rencontré. Donc, il s'agissait d'offrir une remise commerciale sur des commandes passées par des porteurs de projets qui, par ailleurs, étaient soutenus sur des opérations de mécénat. Voilà. Donc, on a évidemment le mécène, ce qu'on comprend aisément, partait d'une bonne intention, c'est-à-dire faire bénéficier les porteurs de projets qu'il soutenait également de remises commerciales sur ces produits. Quelque part, ça contrevient au principe de désintéressement. Donc, on a simplement demandé à ce mécène de revoir cette pratique, et c'est un mécène qui a pu signer la charte. Voilà. Très bien. Bon. Alors, on aborde la fin de cette table ronde, en tout cas un moment où ça nécessite qu'on se tourne vers les ambitions. Puisque, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que la démarche d'aujourd'hui mérite d'être développée? Il me semble que oui, puisque 6 signataires et 11 entretiens. Donc, comment on va s'y prendre? Quelles ambitions on peut se donner? Alors, il y a un vrai enjeu sur la confiance dans le mécénat. Donc, plus qu'une ambition, on a vraiment quelques lignes vers lesquelles on voudrait tendre. La première, c'est que les mécènes s'inscrivent dans une démarche de progrès, qu'ils soient signataires ou pas. Il faut que cette déontologie, elle puisse servir de référence et que chacun puisse s'en inspirer.
Il faut aussi que les mécènes qui ne peuvent pas signer puissent, En tout cas, pas aujourd'hui, puissent évoluer dans leur pratique. Et donc voilà, ce qu'on souhaiterait, c'est que cette charte de déontologie puisse vraiment les accompagner dans cet objectif-là. Alors, Nicole, vous le disiez, il s'agira aussi à terme de faire évoluer certainement la démarche. C'est l'évolution qu'on a connue, nous, au Dos en Confiance, ex-comité de la charte, puisque ça a été appelé comme ça tout à l'heure par Madame Maradex. Donc, il y a un peu plus de 30 ans, aller vers un référentiel contrôlé, puisque c'est un gage aussi de sécurité et de qualité de la démarche. 30 ans, c'est long, hein, quand même. 30 ans, c'est long. Peut-être un peu moins. À ce titre-là, je voudrais vraiment souligner aussi que l'appropriation par les mécènes de la démarche est extrêmement importante et qu'elle va de pair avec le déploiement de la démarche et que ça ne peut pas fonctionner si les mécènes ne se l'approprient pas. C'est le cas qu'on a aussi au Dos en Confiance. Les organisations labellisées se sont appropriées la charte. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se l'approprient davantage ? Alors, certainement les associer plus étroitement au projet. C'est quelque chose dont on avait parlé au début des travaux, qu'on n'a pas encore concrétisé. C'est quelque chose qui va sans doute venir, parce que la charte, ça reste un outil. Et les acteurs du changement, ce sont les mécènes. Donc, ça pourra évoluer que s'ils sont associés au projet. On dirait que ça ressemble à un appel à venir au moins... candidater à la signature, si je ne me trompe pas. Ça ressemble quand même beaucoup à ça. Puisqu'il nous reste peu de temps, on ne va pas faire comme avec Kahoot tout à l'heure, mais beaucoup plus simplement, au lieu d'avoir un outil et puis un nuage de mots, j'aimerais demander à chacune et chacun d'entre vous s'il y avait un mot qui pouvait symboliser l'ambition qu'on peut avoir pour la charte de déontologie du mécénat. Ce serait quoi ? Qui a envie de se lancer ? Moi, ce qui me semble, c'est que, ça a été dit, hein, l'enjeu pour nous, c'est la confiance qui se tisse avec les mécènes. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment intéressant, qu'on arrive à dépasser l'objet même de notre partenariat et que des fois, on fait des choses extrêmement chouettes avec les mécènes. Pour moi, cette charte, c'est un outil du dialogue. Et la confiance, ça passe par le dialogue. Merci. Bon, je ne sais pas si on inspire Philine, mais en tout cas, on a un très beau mot. Qui veut se lancer après, Madame Hénaud ? Peut-être en confiance. En effet, base de dialogue, je suis d'accord avec vous pour réussir à trouver des projets qui parlent aux entreprises, à leur raison d'être, et en même temps aux projets qu'on veut développer, en l'occurrence, nous, la ville de Lyon. Donc, en commun. Difficile d'avoir un mot aussi optimiste et aussi porteur de sens que le vôtre. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas freiner les mécènes dans leurs énergies, mais il faut éviter toute dérive. Donc c'est pour ça qu'il me semble que cette charte est très très importante. Alors je dirais qu'elle est nécessaire, c'est moins envolé, c'est très bien aussi. Mais elle est nécessaire. C'est très bien aussi. Mathilde ? Oui, alors quand on a préparé, moi je vous avais dit progrès, puisque cette charte, elle est synonyme de progrès à mon sens. Après, j'adjoins collectif, parce que, comme je viens de le dire, sans le collectif, je pense que la charte n'a pas d'avenir. Donc, encore une fois, j'encourage vraiment tous les mécènes volontaires à nous contacter pour signer la charte. Tout à l'heure, il devrait s'afficher l'adresse à laquelle on peut écrire, l'adresse email à laquelle on peut écrire pour s'informer d'une part et surtout demander à ce qu'une audition soit menée. Elles ont lieu soit en face à face, soit à distance. Et il y a toujours 2 membres du comité de pilotage pour les mener. Bon, voilà, j'espère que tout ce qu'on a dit là, loin d'intimider les mécènes, les encourage plutôt à se porter candidat à la signature de la charte de déontologie du mécénat. Je ne vais pas essayer de donner des objectifs quantifiés, même si c'est un peu ma marotte, mais je ne vais pas essayer de le faire aujourd'hui en tout cas. Vous avez compris que ça nous paraît essentiel que la confiance soit établie entre les porteurs de projets et les mécènes. Et même au-delà de ces 2 parties prenantes, on sait qu'il y a de la méfiance vis-à-vis du mécénat, qu'il s'agisse de journalistes, de chercheurs, de temps en temps, de responsables politiques, voire.
nous, on croit dur comme fer que le mécénat est indispensable. Et il y a une chose que Madame Enoch m'a dit quand on s'est parlé au téléphone, c'est les entreprises ont leur rôle dans l'intérêt général. Bon, voilà, donc elles sont bienvenues à être mécènes. Je vais demander maintenant si nous avons des questions. Encore une fois, elles peuvent venir de cette salle, du chat sur Internet. Ça boucle, hein, on dirait que ça boucle. Donc voilà l'adresse promise qui est en bas. Écrivez-nous à déontologiemécénat@gmail.com. Ça ne peut pas être plus simple. Des questions? C'est bon, là, ça fonctionne. La première est toujours la plus difficile, mais lancez-vous, je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Je vois que dans la salle virtuelle, il n'y en a pas. Donc, si vous en avez, excusez-moi, mesdames, n'hésitez pas. Tout en bas, je descends. Madame au 5e rang. Là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire si la question s'adresse à une personne en particulier ou si... C'est plutôt général, à vrai dire. Donc bonjour à tout le monde. Pauline Barre, je représente l'association Conscience et Impact Écologique. Donc du coup, j'ai pas pu encore découvrir cette charte, mais je me ferai un plaisir de le faire. J'ai une question qui va être plutôt trait au greenwashing, puisque vous l'avez compris, mon association traite d'écologie. Et c'est une crainte, je pense, qu'on peut retrouver chez beaucoup de mécènes. C'est cette crainte de pouvoir d'être potentiellement tagué, de faire du greenwashing. Est-ce qu'on va retrouver ce type d'enjeux qui vont être traités dans la charte, qui vont permettre de rassurer des mécènes qui veulent s'engager sur une cause écologique, tout simplement? Alors, pas exactement comme ça, mais encore de façon plus générale. Peut-être que Mathilde pourrait citer la phrase sur laquelle on a longuement discuté, mais qu'on a tenu à maintenir dans la charte. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez par cœur. Grosso modo. Je ne savais pas qu'il y avait une interro sur la charte. Donc, ça rejoint un peu ce qui a été discuté tout à l'heure sur l'articulation RSE et mécénat. La disposition de la charte, elle dit que le mécénat, sans être complètement déconnecté des activités de l'entreprise, ne saurait compenser ses externalités négatives. Voilà. Comment on dit ça? Donc, derrière, vous avez évidemment votre préoccupation. Et c'est un sujet qu'on a discuté à peu près avec tous les mécènes qu'on a rencontrés. Et c'est pour le coup un vrai sujet de débat aussi au sein des entreprises mécènes. Donc, je pense que vous pouvez aborder le sujet assez librement. Puis, vous pouvez vous appuyer sur la charte. Et je suppose qu'à la mairie de Lyon, vous ne manquez pas d'aborder ce sujet, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais il y a vraiment une question de sincérité à rechercher. Mais de toute façon, les entreprises, par exemple une entreprise qui aurait une action qui, par nature, est néfaste à l'environnement, va plutôt aller faire du mécénat dans le social ou dans d'autres causes. Donc, je ne pense pas que votre association, elle va avoir des entreprises qui sont vraiment climaticides, par exemple, qui vont venir vous voir. Elles choisissent quand même les thématiques où il y a un minimum de sincérité. Après, la question, elle est plutôt, ce que je disais un peu tout à l'heure, aucune entreprise quasiment est neutre sur le plan environnemental. Enfin, c'est le sujet que nous, on a beaucoup. Hein. Je ne vous cache pas, avec mes collègues élus, on en discute parce que si on voulait que des entreprises totalement neutres, c'est les entreprises de l'ESS, c'est pas celles qui ont le plus de moyens pour faire du mécénat habituellement. Donc, ce qui compte pour moi, c'est vraiment la démarche de l'entreprise et qu'elle soit en évolution, voilà, de manière sincère. Et on peut prendre des exemples exprès un peu
un peu fort, mais par exemple les entreprises de la chimie, il y a besoin de chimie, il y en aura encore besoin pendant plusieurs années, puisqu'on se projette à 20 ans, dans 20 ans il y aura encore de la chimie, mais est-ce qu'elles font vraiment des efforts pour limiter leur rejet dans l'environnement, travailler sur l'impact pour la santé de leurs produits. Bon, voilà, c'est des choses quand même qu'il faut essayer de vérifier pour être dans quelque chose d'honnête et sincère. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou à distance? On va procéder à une dernière question avant de pouvoir remercier nos intervenants. Dernière question? Je ne pense pas. Eh bien non. Donc ça veut dire qu'on a été très clair. Je vous remercie, mesdames, monsieur Massé, et n'oubliez pas. Eh bien, merci. Je vous remercie. Merci à tous les 5 pour ce débat passionnant. On l'aura compris, on espère que cette charte sera au cœur du mécénat de demain. Merci beaucoup. On peut peut-être vous réapplaudir si c'est mérité. Merci. Et on va maintenant passer à une conclusion. Je vous l'avais dit en tout début de plénière, ça va être plutôt étonnant. Il va s'agir d'un dialogue entre deux générations, deux générations engagées, un discours qui, on l'espère, va vous interpeller. Je me retourne et j'espère voir François Debiès, président d'Admical. On vous retrouve à distance depuis Paris. Merci de vous prêter à l'exercice. J'imagine qu'on va vous voir dans quelques secondes à l'écran derrière. Et j'accueille sur scène Célia Berby-Maillot, finaliste du concours d'éloquence des lycéens 2022 de l'association Eloquentia. Bienvenue. Et je précise, Célia, vous avez 19 ans. Oui. Donc je vais vous laisser la parole pour un dialogue avec Monsieur le Président que nous voyons derrière. C'est à vous la scène pour 20 minutes. Merci. On peut applaudir. Bonjour à tous. Cela fait un moment que je suis assise dans un train. Dans ce train, j'ai la même place, le même siège depuis le début du voyage. Avant, il était si grand et si douillet que je pouvais m'y allonger en boule. À l'aise et protégée, je ne portais pas attention au reste. Mais demain j'ai 20 ans. Et le siège n'est plus si grand. Je suis obligée de me tenir droite et de fixer l'extérieur. Et depuis quelques années, je me suis rendu compte que ce train allait très vite, si vite que l'extérieur apparaît flou, brusque et hostile. Et si, enfant, le reste défilait en me laissant insouciante, à 20 ans, je suis obligée de m'inquiéter. Car on est vraiment à la pointe de l'histoire. On ne sait pas du tout ce qui nous attend dans le futur, on n'a pas la certitude que tout se passera bien. C'est excitant, mais au fond, ça fait aussi un peu peur. Ces paroles ne sont pas les miennes, mais celles de Jack Jr., un personnage d'un de mes dessins animés préférés, Adventure Time. Je retiens de ces paroles sans doute enfantines une idée que je partage avec Jack Jr. L'incertitude de l'avenir. Cette incertitude qui plane sur le demain de chacun d'entre nous. Et pourtant, on arrive à me demander... Mais toi, tu veux faire quoi demain? Dans quoi tu veux investir? À qui tu veux faire confiance? Alors tout s'enchaîne dans ma tête. Le développement durable, les ours polaires, la parité, la précarité, les enfants qui n'ont jamais voyagé. À qui donner? Puis-je donner? J'aimerais crier stop. J'aimerais ordonner à ce train de s'arrêter. Je veux qu'il s'arrête avant qu'il rencontre l'obstacle de trop. Et que projeté à grande vitesse, il finisse par se cracher.
Alors, je me demande si à 20 ans, pour vous aussi, la vie allait trop vite. Alors moi, Célia, mes 20 ans, c'était une date devenue mythique. Mai 68. Et oui, je suis un baby boomer. Cette appellation, initialement très positive, car elle était porteuse d'espoir, de reconstruction, elle s'est petit à petit entachée de reproches et sans doute à juste titre. On va y revenir. Mais restons sur mai 68. Issu d'une famille lyonnaise, de petits industriels de la soierie, je suis alors en école de commerce, en grande banlieue parisienne. La société est restée particulièrement traditionnaliste. Je vous en donne un petit exemple. J'habite la résidence de l'école, encore totalement masculine. Lorsqu'une jeune fille vient nous rendre visite, elle doit remplir le grand livre avec son nom et cette rubrique magnifique, motif de la visite. Jacques Higelin, que vous connaissez tous, a réalisé dans l'école un film qu'il avait appelé Les Enchaînés. Alors bien sûr, mai 68 a fait passer un formidable vent de liberté sur cette société à peine sortie des traumatismes de la guerre. Les slogans de l'époque l'illustrent à l'envi. Sous les pavés la plage, faites l'amour pas la guerre, je ne veux pas perdre ma vie à la gagner, il est interdit d'interdire, et puis le fameux CRS-SS que d'aucuns ne renieraient pas aujourd'hui. Mai 68, tant d'incertitudes, où nous pensions tous détenir les vérités qui allaient faire changer la société. Mais la réalité, il faut bien le dire, n'a pas été au rendez-vous de nos certitudes. Certes, les décennies qui ont suivi ont bien vu se concrétiser d'importantes avancées sociales. L'abolition de la peine de mort, le droit à l'avortement, le développement du monde associatif, le progrès scientifique et médical, et puis ce qu'on pourrait peut-être appeler les belles années de l'État-providence. Mais ces mêmes décennies affichent de très graves échecs dans plusieurs domaines fondamentaux. La décolonisation, la cohésion sociale, les inégalités, le vivre ensemble, et puis bien sûr, le grand absent de toutes ces décennies, le changement climatique. Alors pourquoi ces lourds échecs générateurs de la terrible fracture sociale actuelle? Sûrement par manque de vision à moyen et long terme de ma génération. Sûrement par excès d'individualisme, la furia collective de mai 68 s'étant rapidement noyée dans la recherche de plaisir et de bonheur exclusivement personnels. De ce constat naît l'idée que les certitudes sont vaines si on ne construit pas par derrière. En conclusion de son beau livre Les enfants du vide, Raphaël Glucksmann a écrit « Si nos aînés ont vécu dans un monde saturé de dogmes et de mythes, nous sommes nés dans une société vide de sens. Leur mission était de briser les chaînes, la nôtre est de retisser des liens et de réinventer le bien commun. Contrairement aux certitudes qui ne servent à rien si on ne s'en occupe pas, l'incertitude est par nature dynamique, motivante, créatrice et constructive. Elle pousse à la réflexion, puis à l'action. Ce que fort de trop de certitudes, nous n'avons pas su faire, vous, Célia, et votre génération, avec vos incertitudes, vos doutes, vous saurez le faire. J'aime beaucoup une chanson de la grande chanteuse Anne Sylvestre, « J'aime les gens qui doutent ». Eh bien, moi aussi, j'aime les gens qui doutent. Mais allons au-delà du doute. Moi,
Je veux rêver, François. Et si je rêve demain, je suis une grande réalisatrice. Mes films résonnent dans les salles du monde entier. Et là, de l'argent, j'en aurai à donner. Aux abeilles qui disparaissent, aux restos du cœur qui ferment, aux enfants qui n'ont jamais vu la mer. Je rêve d'être une artiste et de donner ce que je reçois en trop. Et l'entreprise de demain, je la rêve tout aussi généreuse. Lorsqu'elle le peut, je rêve que l'entreprise accompagne ceux qui en ont besoin, sans rien attendre en retour. Je crois en l'entreprise sociale, à celle qui donne à 3 professeurs réunionnais, à mes professeurs, ceux qui ont l'envie d'emmener une classe de lycéens passionnés au Festival de Cannes 2022. Et pour la première fois, depuis très longtemps, le train semble s'arrêter pour 23 jeunes. Une césure inimaginable pour ces élèves d'un lycée de La Réunion pour qui on promet un voyage depuis 2 ans. Promesse toujours repoussée faute de moyens. Alors on perd espoir, on retourne dans le train et on s'assoit à nouveau. Jusqu'à ce que l'un des profs nous annonce que le voyage a finalement été financé par une femme au nom étrange, Madame la Philanthropie. Eh bien, merci, la philanthropie. Car même si ça peut paraître petit pour certains, de réaliser le rêve de 23 élèves, vous avez fait le pari de nous accompagner. Vous avez permis à ceux qui le pouvaient le moins de partir et vous avez permis à une jeune fille de continuer à rêver. Et même si cette jeune fille a repris le train entre-temps, elle se fait beaucoup moins de soucis. Devenue étudiante en cinéma, elle garde en ligne de mire son objectif. Alors que le train aille vite ou non, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Je me concentre sur aujourd'hui, en espérant que demain, Madame la Philanthropie arrêtera le train à nouveau en cas de besoin. Mais les médias ne parlent d'elle d'une autre façon. Ils la décrivent comme capitaliste et sournoise. Et moi, je me refroidis lorsque j'entends que c'est par intérêt qu'on donne aux porteurs de projets. Alors, accompagner les rêves, porter les idées et financer les petits voyages n'était qu'une façade. Et moi, je me noie encore plus en cours d'économie à la fac. Je me noie sous les données, les pourcentages et les noms de boîtes de production. Ces entreprises auront-elles foncièrement l'envie de financer mon art dans 10 ans? Ou ne serais-je qu'un chiffre de plus à la fin d'un bilan? Mais même lorsque le tableau se noircit, je ne peux m'empêcher de penser à ce mécénat, à celui qui un jour a bien voulu m'aider. Je crois en l'entreprise sociale. Et je pense que l'entreprise n'a pas qu'un rôle économique à accomplir. Dans ma définition, elle a un rôle social, culturel, environnemental et onirique. Alors demain, je n'ai que 20 ans. On me demande de m'inquiéter pour demain, mais s'il vous plaît, laissez-moi vivre mon présent. Alors je te le demande à toi, l'entreprise. Tendras-tu la main à la jeunesse, aux rêves et au social de demain? Il y a des années, un livre d'André Frossard avait eu un certain retentissement. Il s'intitulait « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Pour vous, Célia, Monsieur et Madame Mécénat Philanthropie existent. Vous les avez rencontrés et personnellement. Parce que ce que vous avez vécu personnellement, c'est précisément la vérité du mécénat et de la philanthropie, qui sont d'ailleurs de même nature. C'est-à-dire une démarche d'écoute, de découverte, d'échange dans un premier temps, entre une entreprise ou un particulier détenteur de ressources financières et humaines et un projet d'intérêt général
portés par des personnes engagées, généralement au sein d'une association. Mécénat et philanthropie, ce sont des liens qui se tissent au service d'une cause, d'un projet à construire ensemble. Ensemble. Et c'est précisément de ces liens dont notre société, fracturée, explosée presque, traversée par des haines et des violences insupportables, a le plus besoin. Mécènes et philanthropes s'engagent, mettent leur force aux côtés de ceux qui, comme vous, Célia, sont porteurs de rêves, qui peuvent devenir des projets à construire, de ces projets qui bâtissent progressivement des solutions là où il y a des besoins, et Dieu sait que ces besoins sont aujourd'hui innombrables et ne se résoudront que par l'engagement de chacun et de tous. Vous vous inquiétez, Célia, sur la déontologie du mécénat, appelons-la plus clairement son honnêteté. Et vous avez raison. Le mécénat doit être désintéressé, la loi l'y oblige. Et ce désintéressement est la base même de l'engagement du mécène. La défiscalisation que vous évoquez n'est pas tellement le sujet, car elle est plafonnée par le droit fiscal, et mécènes et philanthropes donnent nettement plus que ce qu'ils doivent en impôts à l'État. Mais par-delà cet aspect-là, oui, c'est vrai, il peut y avoir en matière de mécénat des excès ou des dérives qui sont autant d'entorses au désintéressement nécessaire. Mais ils restent statistiquement peu nombreux et de plus en plus évités par les chartes éthiques mises en place dans l'écosystème, notamment récemment celles mises en place par Admical et la coordination générosité. Mais globalement, le mécénat est un formidable levier d'innovation, de progrès social, un remarquable outil au service de ces changements dont notre société a tellement besoin. Votre génération est celle qui portera ces changements. Mécènes et philanthropes le savent, ils investiront sur vous, et oui, ils vous tendront la main. Regardez l'incroyable parcours de Zaya Zioani pour monter contre vent et marée son orchestre Divertimento. Un engagement sans faille, un beau projet, le soutien de mécènes et de philanthropes, une personnalité exceptionnelle, et l'impossible a vu le jour. De plus en plus d'entreprises ont envie de s'engager, parce qu'elles savent qu'elles auront désormais un rôle social à jouer, et qu'elles sont poussées dans ce sens par la jeune génération de collaborateurs en quête de sens. Et la puissance publique, trop longtemps aveugle ou indifférente à cette volonté d'engagement du secteur privé dans l'intérêt général, se rallie à ces partenariats devenus indispensables. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans les propos d'Olivia Grégoire ou dans ceux qui viennent d'être tenus à la table ronde sur la déontologie. Nous ne construirons un meilleur vivre ensemble que par l'engagement de toutes les parties prenantes au bien commun, de l'État aux simples citoyens que nous sommes tous. Alors montez dans votre TGV, Célia. Engagez-vous sans aveuglement, mais dans la confiance en vous et la confiance dans les autres. Embarquez, Célia, la société a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir une nouvelle fois nos deux intervenants. Bravo. À seulement 19 ans, bravo. Et je pense qu'on va encore entendre parler de vous peut-être. Merci Célia. Je pense qu'on va peut-être entendre encore parler de vous, peut-être à Cannes, qui sait, dans quelques années. Merci beaucoup.
Et Monsieur le Président, bon rétablissement. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Je retiens cette expression d'entreprise onirique. C'est assez sympa. Je vais la réutiliser, la garder et la réutiliser. Avant de se quitter, je vais me tourner vers ma gauche pour vous proposer une petite conclusion avant voilà, de rester ici ou de partir vers une autre salle, vers une autre conférence. Je vais laisser la parole à Philine Belnou, une autre artiste qui va nous parler de sa fresque, qui va nous commenter sa fresque. Merci. Alors ça n'est pas fini, ça a été très rapide à la fin et il y a beaucoup de très jolis messages qui vont venir peupler la partie droite, mais grosso modo je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà entendu, mais voilà, sur la partie gauche on a le début de la première plénière avec les 20 ans de cette loi et le changement de dimension du mécénat. Qui maintenant se mélange un peu avec la RSE, la stratégie d'entreprise. Donc on a cette triangulation-là, tout ça quand même au service du bien commun, même s'il y a toujours des débats et des polémiques, et on vient juste de les mentionner. Ensuite, il y a eu toute cette histoire autour du mécénat local et collectif au service des territoires, avec la mise en commun des énergies, le fait que c'était un bon modèle d'expérimentation, qui devait s'inscrire dans un temps régulier et continu, parfois un temps long aussi. Et puis là, on vient de la deuxième plénière, du coup, qui est plutôt ici, avec cette charte de déontologie et ces 4 principes qui sont déclinés ici. Et cette histoire de tissage de liens et de confiance. Merci pour ces mots-clés qui m'ont bien aidé à faire le lien avec cette jolie fin de plénière. Et du coup la prise de parole de Célia qui représentait là, j'espère qu'elle ne s'offensera pas de la manière dont elle est représentée, voilà, cette incertitude de l'avenir et le fait que les projets il faut les construire ensemble, avec cette confiance qui est un des mots-clés de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Et approchez-vous dès qu'on aura arrêté de parler. Approchez-vous, venez admirer la fresque de plus près et voir tous les petits détails. Voilà, j'étais ravi d'animer ce débat. En tant que journaliste, c'est toujours super intéressant d'avoir divers avis comme ceux qu'on vient d'écouter. C'était dense, fort, mais hyper épanouissant. Donc voilà, merci d'avoir assisté à cette plénière. Je vais vous donner quelques petites indications avant de se quitter pour profiter un maximum de la suite. À partir de 18h25, je me suis peut-être trompé, 17h25, 2 tables rondes au choix. Grand auditorium, comment garantir l'utilité de l'engagement des collaborateurs et collaboratrices pour les associations. Donc grand auditorium, vous restez ici. Petit auditorium, Coupe du Monde de rugby 2023 et Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Accélérer l'inclusion par les grands événements sportifs. Et après, une visite du musée, un cocktail dînatoire, des pitchs. Voilà tout ce qui vous attend. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Les gens appuient.